900 médecins se sont réunis à Paris sous la présidence du professeur Pasteur Valéry Radot. Parmi eux, le professeur Portier, qui voici 50 ans, découvrit les phénomènes fondamentaux d'une affection aujourd'hui à la mode sous le nom d'allergie. On la connaissait depuis longtemps sous d'autres noms. L'asthme, allergie. L'eczéma, allergie. Le rhume des foins, allergie. Elle peut avoir des causes professionnelles, mais on peut aussi être allergique aux poussières, aux poils de chat, aux plumes, au pollen ou simplement à la lessive. L'allergie sera-t-elle bientôt définitivement vaincue? Depuis le tournage de ces images il y a 50 ans, les allergies ont explosé. Les maladies allergiques, un nouveau fléau moderne qui déferle sur le monde. Si ces tendances se confirment, bientôt 50% de la population mondiale pourrait être allergique. Pourquoi les allergies ont-elles pris des proportions épidémiques? Les symptômes peuvent aller d'un léger rhume des foins à une réaction anaphylactique potentiellement mortelle. Comment se fait-il que des gens meurent en mangeant une dose infime d'arachide? Pourquoi sommes-nous de plus en plus nombreux à devenir allergiques à des éléments basiques comme le pollen ou la nourriture? L'allergie n'a aucun sens du point de vue de notre survie. Les allergènes se multiplient aussi, la liste allant jusqu'à inclure l'eau, le sperme ou le soleil. Un vide semble se creuser entre l'être humain et la nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Souffrant moi-même d'allergie, j'essaye de donner un sens à tout cela. Les jours se succèdent, rythmés par la prise de médicaments qui se contentent de réduire les symptômes, mais sans aucune véritable guérison en perspective. Comme des millions d'autres patients allergiques, j'ai commencé à me poser des questions. Comment des éléments aussi inoffensifs peuvent-ils provoquer une telle maladie chronique? Pour élucider ce mystère, je décide de faire appel à certains des meilleurs scientifiques du monde entier, à la pointe de la recherche sur les allergies. Ils repoussent les limites de la connaissance sur le sujet et ses liens secrets avec la société moderne. Avant, les allergies n'existaient pratiquement pas en dehors de l'Ouest industriel. Mais elles gagnent aujourd'hui du terrain dans les pays en développement, où l'on adopte des modes de vie occidentaux. La quantité de pollen dans l'air est en hausse. Les cas d'anaphylaxie se multiplient aussi. Nous vivons dans un monde à tendance allergique. L'allergie est la réaction du système immunitaire à des éléments apparemment inoffensifs de l'environnement. Le corps les considère comme une menace pour la santé. Pourquoi cela? Le professeur Ruslan Medzitov de l'université de Yale a une vue globale de l'allergie. Il nous explique la théorie classique qui tente de donner un sens à cette maladie étrange, l'hypothèse de l'excès d'hygiène. L'impact des allergies a considérablement augmenté au cours des 100 dernières années, mais surtout les 30-40 dernières années. Et depuis le début du siècle dernier, lorsque l'allergie a été identifiée, il a été remarqué que les gens principalement concernés étaient des gens aisés, avaient un meilleur accès aux produits d'hygiène, de meilleures conditions de logement et de meilleures installations sanitaires. Par exemple, dans les pays industrialisés, les gens ont accès à l'eau potable. L'incidence des infections parasitaires est donc quasiment nulle.
Et ce n'est pas une condition très naturelle pour nous. C'est une bonne condition, mais pas naturelle. Parce que dans la nature, pratiquement tous les animaux, y compris nos ancêtres, tous les animaux ont toujours été exposés à des infections parasitaires. Ce qui aurait comme conséquence le dérèglement du système immunitaire. Maintenant, celui-ci réagit différemment. Cela ne signifie pas que nous devrions commencer à infecter nos enfants délibérément, bien sûr. Mais cela signifie tout simplement que le système immunitaire avait évolué à l'époque pour faire face à ces infections. Et maintenant qu'il n'y en a plus, il commence à se comporter de façon inadéquate. Selon cette théorie classique sur les causes des allergies, de plus en plus de gens auraient du mal à s'adapter à un changement trop rapide de notre environnement devenu trop propre. Mais cela suffit-il à expliquer l'explosion contemporaine des allergies? L'allergie existe dans la nature. Ce n'est pas seulement le produit de notre société. Mais les allergiques, très rares à la fin du 19e siècle, ont vu leur nombre constamment augmenter dans les pays développés. Déjà une personne sur 30 dans les années 1930 et 40. Et maintenant une personne sur 3 ou plus, à l'aube du nouveau millénaire. Pourquoi notre environnement moderne rend-il tant de gens allergiques ? Le docteur Tredel Hoffmann, de l'Institut de médecine environnementale de Munich, a longtemps essayé de trouver le lien mystérieux entre l'allergie et notre mode de vie. Ses études se sont concentrées sur un coupable précis dans notre environnement moderne, la pollution de l'air. On sait que l'environnement agit directement sur l'individu. Et on sait aussi que certaines substances, comme les particules organiques volatiles, ou aussi les particules diesel, ont une action directe sur le système immunitaire. Elles rendent le système immunitaire plus vulnérable à l'action des allergènes. Donc la pollution de l'air influe directement sur l'homme. Puis nous avons un parcours qui va de l'environnement à l'homme via des vecteurs qui transportent des allergènes et des agents polluants. Et plus récemment, nous avons découvert que l'ozone est un facteur qui augmente la charge allergique des pollens. Je m'étais toujours demandé comment l'air pollué que nous respirons affecte notre santé. J'ai eu finalement ma réponse. La pollution de l'air agit soit directement sur le système immunitaire, le rendant plus sujet aux réactions allergiques, soit sur le pollen lui-même, le rendant plus allergisant. Pour comprendre l'effet du pollen sur le système immunitaire, nous récoltons du pollen aussi dans des lieux naturels. Nous récoltons les étamines des plantes sur place, dans des lieux différents entre soit ruraux, soit urbains. Et ce que ma collègue Isabelle Beck est en train de faire avec les étamines que nous avons récoltées, c'est extraire le pollen de ces étamines. Nous prenons alors ces extraits que nous mettons en présence de toutes les cellules qui interviennent dans les réactions en chaîne des allergies. Au centre Zohm pour l'allergie et l'environnement, les patients sont testés pour voir s'ils sont plus réactifs au pollen recueilli sur des zones très polluées qu'au pollen provenant de zones où la pollution est moindre. Le pollen n'est plus le bon vieux pollen qui rendait la vie possible sur Terre. Il s'agit plutôt d'une sorte de monstre urbain, né de l'union contre nature des polluants de l'air avec le pollen. Nous avons vu que les allergies ont augmenté très rapidement. Les chercheurs ont donc commencé à se demander comment est-ce possible qu'elles augmentent aussi vite. Parce que nous avions toujours pensé que les modifications génétiques jouaient un rôle important. C'est à ce moment-là que le point de vue s'est inversé et qu'on a commencé à se dire que les gènes ne pouvaient pas avoir de mutation aussi rapide. Et le rôle de l'environnement et son influence sont venus vraiment au premier plan. La génétique ne suffit pas à expliquer la montée contemporaine des allergies.
Et c'est cela qui a mis les scientifiques sur la piste des polluants de l'environnement. C'est ce que nous explique le docteur Tredelhoffmann. Non seulement la pollution modifie le pollen, mais à cause du changement climatique, il y a plus de pollen dans l'air et pendant plus longtemps. Le réchauffement climatique est donc aussi un facteur important à cause des niveaux de CO2 plus élevés dans l'air. À l'autre bout du monde, une autre recherche de pointe est en cours sur la façon dont la pollution de l'air peut affecter le système immunitaire. Le docteur Kari Nadeau de l'Université de Stanford, chercheur dans le domaine de l'allergie, a 2 raisons importantes d'étudier ce sujet. Elle est immunologiste et c'est une ancienne asthmatique. Lorsque j'étais enfant, je souffrais d'un asthme sévère et d'allergies. Je suis née et j'ai été élevée près de Newark, dans le New Jersey. C'est très proche de New York et il y avait un fort taux de pollution en ce temps-là. Quand j'en suis partie, mon asthme a beaucoup diminué. Je pense donc que la pollution en était la cause. Et même s'il ne s'agit que d'un seul cas, cela me permet de soulever quelques questions sur la façon dont l'environnement affecte l'asthme et les allergies. Je travaille avec un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco et ils ont un groupe à Fresno. La Central Valley de Californie est l'endroit où sont cultivés beaucoup de nos produits. Malheureusement, il y a à la fois de la pollution atmosphérique et des pesticides. Chaque personne, bien sûr, est exposée à toutes ces choses à la fois. Et nous devons être très prudents car le système immunitaire est très sensible pendant les premiers stades de la vie, en particulier in utero, pendant la grossesse. Et si la pollution de l'air affecte vraiment le système immunitaire, cela pourrait être la raison pour laquelle les gens souffrent d'un mélange d'allergies, d'asthme et de maladies auto-immunes. Actuellement, nos études ont montré que quand le système immunitaire est touché, il l'est au niveau de l'ADN. Donc, nous allons aussi étudier comment cela affecte l'ADN dans le temps, car nous voulons voir dans quelle mesure l'exposition à la pollution de l'air est réversible ou non. C'est important aussi de le savoir pour des questions de politique de santé, afin que nous puissions nous assurer de diminuer le niveau de pollution de l'air auquel les enfants et les adultes sont exposés. Par conséquent, la pollution causée par les pesticides et les gaz d'échappement est un cocktail toxique qui nous rend allergiques et peut même affecter notre ADN. Mais j'ai découvert une autre étude intéressante sur le lien possible entre les pesticides et l'allergie. Comme nous le savons, le mode de vie occidental est également associé à plus de pollution industrielle, plus de pesticides aussi. Et des recherches ont déjà trouvé un lien entre les allergies et les pesticides. Par exemple, il existe des publications sur la rhinite allergique et l'asthme aux États-Unis. Et elles ont trouvé un lien entre les pesticides et les allergies. Les pesticides entrent en nous par différentes voies. Ils peuvent être inhalés ou ingérés. Le docteur Gershow a cherché dans cette deuxième direction. Nous voulions examiner en particulier des pesticides ayant un fort pouvoir antibactérien, afin de pouvoir ensuite relier cela à l'hypothèse de l'excès d'hygiène. Nous voulions voir si la sensibilisation allergique se vérifiait dans le cas de pesticides antibactériens. Les pesticides agissent tous différemment les uns des autres. Les dichlorphénols, utilisés dans les pesticides, non seulement tuent les parasites sur les cultures, mais peuvent aussi tuer les bonnes bactéries dans notre corps. Une étude réalisée sur environ 2000 personnes a montré qu'il y avait des dichlorphénols dans l'urine de plus de 95% d'entre elles. Les sujets qui possédaient les niveaux les plus élevés de dichlorphénol avaient environ 80% de chances d'avoir une allergie alimentaire. Lorsque nous avons cherché les origines des dichlorphénols, nous avons découvert qu'ils pouvaient se trouver dans l'air, l'eau et la nourriture. Comment nous affectent les dichlorphénols ?
Je pense qu'on peut faire une analogie. Des études ont été effectuées sur des personnes exposées aux antibiotiques et il a été découvert que même des traces infimes d'antibiotiques diminuent les bonnes bactéries dans les intestins et suffisent à contaminer les échantillons de sel. Ainsi, même des traces de pesticides à effet antibactérien détruiraient la microflore qui permet le bon fonctionnement de notre intestin. Et les pesticides ne sont que l'un des nombreux agresseurs que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, très aseptisée. Les gens devraient s'assurer qu'ils n'abusent pas trop des antibiotiques ou des produits aseptisants. Mais bien sûr, si vous avez besoin de médicaments pour traiter une maladie, il faut les prendre. Mais nous devons faire attention aux différentes interactions de l'environnement avec notre intestin et avec la flore microbienne, parce que beaucoup d'indices nous mènent maintenant vers l'hypothèse qu'un excès d'hygiène peut causer des allergies ou de l'asthme. Des études sont en cours pour comprendre cela. Une étude a été publiée sur un produit appelé le triclosan, présent dans les dentifrices et dans les savons, et elle a prouvé qu'il était clairement associé aux allergies alimentaires. Parce que les bactéries nous aident à digérer la nourriture. Les bactéries naturellement présentes dans notre intestin nous aident à digérer la nourriture, mais elles empêchent aussi les mauvaises bactéries d'y entrer et de prendre le contrôle de notre intestin. C'est un équilibre très délicat. Il semble y avoir plus qu'un semblant de vérité dans l'hypothèse de l'hygiène. Théorie selon laquelle les enfants qui grandissent dans un environnement stérilisé comme le nôtre peuvent développer un système immunitaire défaillant. Mais je découvre que cela affecte encore plus notre environnement intérieur, notre corps. Non seulement nous ne vivons plus près du sol, où il y a 40 millions de cellules bactériennes dans chaque gramme, mais en plus nous buvons, mangeons et appliquons des produits tuant les bactéries qui permettent une digestion des aliments et un métabolisme correct, préparant ainsi le terrain aux manifestations allergiques. L'exposition à trop de produits antibactériens se révèle toxique pour notre système immunitaire. Sur le web, je retrouve la conférence d'une scientifique américaine qui élargit considérablement le nombre de substances chimiques qui nous agressent dans notre vie quotidienne. On dirait de la science-fiction, des milliers et des milliers d'animaux en cage, exposés à des milliers de produits chimiques de façon prolongée. Vous pourriez me dire, c'est un fait imaginaire, mais je vous dis que c'est une expérience à laquelle nous avons tous participé sans notre permission depuis les années 50, avec un nombre croissant de produits chimiques. Le docteur Shanna Swan est l'un des meilleurs chercheurs s'intéressant à une catégorie de produits chimiques dangereux qui est omniprésente dans l'environnement. Nous sommes donc des cobayes. Comment sommes-nous exposés? Il y a beaucoup de produits chimiques que nous absorbons dans une sorte d'état stable, lorsqu'ils sont dans nos murs et nos meubles, dans la nourriture et l'air, et nous les absorbons de nombreuses façons. Nous les mangeons, nous les buvons, nous les respirons, ils passent à travers notre peau. La toxicologie liée à ces différentes voies d'entrée dans nos corps est différente, mais ils ne sont pas testés. Un bon exemple est l'un des produits chimiques que j'ai étudié, le phtalate, qui a causé beaucoup de problèmes. Il a été réglementé en Europe et aux États-Unis, de sorte que son utilisation a été fortement restreinte, mais il a été remplacé par un nouveau phtalate. Et nous avons constaté qu'il est peut-être encore pire. Il est encore trop tôt, je ne peux pas en être sûre. Par contre, il est certain que son étude aurait dû être réalisée avant qu'il ne soit introduit dans le commerce et dans nos corps. Sinon, nous ne réussirons jamais à être à jour. Nous sommes exposés à des milliers de produits chimiques qui n'ont jamais été testés sur le plan de la sécurité. C'est cauchemardesque.
Et ce test auquel nous participons tous, a-t-il quelque chose à voir avec cette pandémie d'allergie ? Le Dr Swan collabore avec un scientifique suédois qui a identifié un lien entre l'allergie et une classe de substances chimiques très toxiques. Je le rencontre à New York, où il est en visite de recherche. Il y a 15 ans, je m'intéressais beaucoup aux expositions microbiologiques. Et nous avons fait une vaste étude afin de démontrer que la moisissure provoquait de l'asthme et des allergies chez les enfants. Mais nous n'avons pas réussi à trouver la moindre preuve de cela. Aucune preuve, honnêtement. Par contre, nous avons découvert que les produits chimiques jouaient un rôle important. Par exemple, les phtalates présents dans le PVC souple pourraient être liés aux maladies allergiques chez les enfants. Et nous avons ensuite concentré notre attention sur les produits chimiques. Les substances sur lesquelles nous nous concentrons sont les phtalates. Phtalates qu'on trouve dans le PVC souple, qui peut être utilisé comme matériau de construction, dans les jouets, partout où il y a du plastique souple. Nous avons des phénols, comme le bisphénol A, qui se trouve dans les plastiques rigides, mais il se trouve aussi dans beaucoup d'autres produits. On peut le trouver dans les cosmétiques, dans les produits de ménage, dans les emballages. Ça, c'est la chose nouvelle avec ce type de substances, le fait qu'on les retrouve dans tellement de produits. Les phtalates et le bisphénol A ou BPA sont des substances chimiques qui rendent le plastique souple ou rigide et les produits de beauté plus moussants ou onctueux. Des centaines de milliers de tonnes ont été utilisées par l'industrie dans la production d'innombrables articles en plastique. Même si leur action en tant que perturbateur endocrinien est prouvée, l'industrie continue à les utiliser car les produits de substitution non toxiques coûtent plus cher. Une autre caractéristique des perturbateurs endocriniens est qu'ils ne sont pas liés à une maladie spécifique, mais qu'ils affectent plusieurs systèmes du corps humain. Et nous venons de commencer à suivre les ramifications de ce que tous ces facteurs causent dans le système immunitaire et dans le système respiratoire. Parce que cela prend du temps à étudier. Les perturbateurs endocriniens se faisant passer pour des hormones naturelles, ces messagers du corps qui régulent tous nos organes, parviennent à prendre leur place et à envoyer des messages erronés. La conséquence de leur action est dévastatrice. Comment affecte-t-il le système immunitaire de façon à provoquer plus tard dans la vie des allergies ou de l'asthme? Nous ne savons pas cela. Nous en savons plus sur d'autres types de maladies et de troubles de la santé. Pour l'asthme et les allergies, nous en savons très peu sur les mécanismes biologiques qui pourraient entrer en jeu. Ce qui est sûr, c'est que les acariens ont toujours été là, mais pas les produits chimiques. La plupart des expositions aux microbes qui sont observées dans le monde, eh bien, ces expositions aux microbes sont présentes depuis aussi longtemps que les êtres humains. Mais si vous prenez la prolifération des substances chimiques que nous soupçonnons ou savons être des perturbateurs endocriniens, eh bien, ces substances chimiques n'ont jamais été présentes dans l'histoire de l'humanité jusqu'il y a 50, 60, 70 ans. Donc, l'augmentation de l'utilisation de ce genre de produits chimiques est parallèle à l'augmentation de plusieurs problèmes de santé, et principalement chez les jeunes enfants. Quelque chose a eu lieu au cours des dernières décennies. C'est la même chose avec l'asthme et les allergies, ou avec divers troubles du développement neurologique, du comportement, comme l'hyperactivité, l'autisme.
Quelque chose s'est passé au sein de la population et cela ne peut pas s'expliquer par des causes génétiques. La seule chose certaine est qu'il y a eu des changements dans l'environnement. Changements qui peuvent être de différentes origines. Mais une de nos hypothèses est que l'exposition à ce genre de produits chimiques tôt dans la vie pourrait être la cause de tout cela plus tard. Pourquoi avez-vous accroché ce beau tableau au mur? Eh bien, d'abord parce qu'il est beau, et aussi parce que c'est la représentation de la femme enceinte, qui est l'objet de mon étude. Elle me paraît très exposée et vulnérable, et je voudrais garder à l'esprit sa vulnérabilité et celle de son fœtus. Ainsi, l'allergie, comme beaucoup d'autres maladies qui sont en plein essor ces derniers temps, ne peut pas être simplement expliquée par une cause génétique. Au contraire, les produits chimiques synthétiques qui ont été introduits dans l'environnement pourraient jouer un rôle crucial dans leur apparition, et ceci dès la gestation. On ne connaît pas encore entièrement la façon dont les perturbateurs endocriniens affectent le corps humain. Il semble cependant que ces produits chimiques peuvent même avoir un impact sur notre ADN, mais d'une manière très spéciale. Le docteur Bell Poggi a étudié leurs effets pendant des années. Elle dirige le centre de recherche Ramazzini, mondialement reconnu pour son indépendance vis-à-vis des intérêts industriels. Aujourd'hui, on parle souvent d'effets épigénétiques, provoqués par des substances chimiques qui n'ont pas d'effet direct sur les bases qui composent l'ADN, mais qui se lient ou s'approchent de l'hélice de l'ADN en empêchant une lecture correcte. Cela s'appelle des effets épigénétiques. Beaucoup d'études ont prouvé que de nombreuses substances chimiques produisent ce type d'effet. Pas une mutation de l'ADN, mais une altération de la lecture des informations génétiques. Revenons en arrière et parlons du génome, qui est comme la partition de la 5e symphonie de Beethoven. Il y a ce qui est écrit sous forme de code, et puis il y a la façon de jouer la symphonie. Et si vous modifiez le code, en joignant peut-être quelques lignes et en donnant quelques indications sur la partition que vous concevez, vous voyez qu'elle est jouée différemment. Ces modifications sont comme les marques épigénétiques, et c'est l'épigénome qui est joué. Les modifications épigénétiques sont des modifications du code causées par l'environnement. Mais la structure de base est toujours là. Oui. C'est juste la façon dont vous l'exprimez qui a changé. En plus, ce qu'il y a de bien avec cette image, c'est que vous pouvez faire vos modifications au crayon ou au stylo à encre. Eh bien, avec le crayon, vous pouvez utiliser la gomme et revenir en arrière. Avec l'encre, c'est permanent. C'est de la programmation. Nous sommes très inquiets que les choses ayant lieu dans les toutes premières phases de la vie puissent être permanentes, comme de l'encre. En somme, notre code génétique est comme une bande enregistrée. Ces produits chimiques synthétiques puissants peuvent en recouvrir certaines parties. Par conséquent, des informations importantes exprimées par nos gènes ne peuvent plus être lues ou sont mal lues. Mais quels sont les produits chimiques les plus inquiétants et comment s'introduisent-ils dans notre corps? J'étudiais surtout les phtalates et aussi le bisphénol A que l'on trouve dans les plastiques. Cela semble être une petite catégorie, mais en réalité, elle est vraiment énorme. Nous savons qu'il y en a dans notre nourriture. C'est bizarre parce que nous n'en mangeons pas consciemment. Comment arrive-t-il là? Nous savons que ces tuyaux transmettent du DEHP. Dans les usines, la nourriture est transformée en passant à travers ces tuyaux, ramassant du DEHP par la même occasion.
De nombreuses études ont été faites sur ces composés, trouvant par exemple la présence de dichlorophénol dans le lait et les fruits secs, dans la poudre de cacao provenant d'Amérique du Sud et dans les jus de fruits. Quand on a cherché la cause de leur présence dans les aliments, on s'est rendu compte que beaucoup de matériaux d'emballage étaient incriminés. Il semblerait que des dichlorophénols ou d'autres phénols chlorés soient utilisés dans la production du papier et du bois, et par ce biais se retrouvent ensuite dans les matériaux d'emballage. Nous avons fait une étude sur les phtalates. Et comme ces substances sont solubles dans l'huile, nous avions besoin d'une huile d'olive qui n'avait absolument pas été contaminée par les phtalates. Nous avons analysé plus de 10 marques et nous ne l'avons pas trouvée. Il y avait une présence minime de phtalates dans toutes les huiles comestibles commercialisées en grande surface. Il y a un moyen pour le consommateur de savoir quel type de plastique est utilisé et s'il contient les phtalates les plus dangereux et le bisphénol A. Ce sont les codes de recyclage. Le numéro 1 est recommandé ici. Ce que vous devez éviter sont les PVC numéro 3, 6 et 7. Vous voyez le triangle là ? Il vous donne au moins un minimum d'informations. Et vous pouvez facilement retrouver ce genre de symbole sur Internet. Que cela soit correct, c'est un autre problème. Mais la plupart des gens ne savent rien de tout cela. Le code de recyclage en dessous, avec un chiffre, nous donne beaucoup d'indications. Et je récite généralement ce petit poème. 4, 5, 1 et 2, tout le reste est mauvais pour vous. Vous pouvez vous en rappeler? 4, 5, 1 et 2, tout le reste est mauvais pour vous. Mais un collègue en Allemagne a récemment publié que même avec 4, 5, 1 et 2, l'eau contenue dans ces plastiques présente une activité œstrogénique. Le plastique PET a toujours été considéré comme un produit sûr. Et c'est lui qui est le plus couramment utilisé dans la transformation et le conditionnement de nos eaux, de nos boissons et de notre nourriture. Il est présent partout dans notre chaîne alimentaire. Quand tant de produits chimiques toxiques se retrouvent dans notre alimentation, sans parler des centaines d'additifs qui sont utilisés dans la transformation des aliments, est-il étonnant de voir les allergies alimentaires monter en flèche? Nous devons venir à bout de cette maladie. Nous pensons que le nombre de cas double tous les 10 ans. Et les diagnostics d'allergies alimentaires sont en augmentation constante. Il est inquiétant qu'on en parle comme d'une épidémie. Donc, nous devons comprendre quelles en sont les causes et comment les éviter. Le Dr Rao, directeur de la clinique Paracelsus, est un clinicien holistique internationalement reconnu pour soigner des patients de leurs maladies chroniques. De son point de vue, les allergies alimentaires cachées seraient la cause de toutes les autres allergies. De quelle façon? L'allergie de base, dans plus de 90% des cas, est une allergie alimentaire non diagnostiquée ou asymptomatique. Cette patiente avait des allergies graves. Elle avait même un asthme très prononcé. On lui a dit, les spécialistes lui ont dit, vous avez une allergie au poil de chat, au foin, au pollen. Et on lui a donné un antihistaminique. Mais d'où vient donc l'histamine?
L'histamine est produite dans l'intestin, dans la muqueuse intestinale. Lorsque la flore intestinale se réduit, l'histamine augmente. Et alors on trouve, comme je l'ai déjà dit, des allergies alimentaires. Voyez cette patiente. Elle avait beaucoup de réactions allergiques à des produits alimentaires les plus disparates. Nous avons ici par exemple l'épeautre, lait de vache, etc. Et ici, nous avons aussi la caséine. En changeant son régime alimentaire, nous avons obtenu une amélioration significative. Vous voyez, les causes sont plus profondes, plus toxiques. Elles sont dans l'intestin lorsque quelqu'un souffre d'allergie ou d'asthme. Ils testent également les patients pour détecter la présence de polluants environnementaux communs dans leur corps. C'est scandaleux la façon dont la pollution liée aux métaux lourds a augmenté. Nous voyons ici l'aluminium, l'arsenic, nous voyons le mercure, à des taux si élevés qu'il rentre dans la catégorie toxique. Ce sont tous des métaux toxiques qui peuvent irriter les muqueuses et affaiblir le système immunitaire. Quelle est, à votre avis, la raison de cette montée en flèche des allergies ? Les bactéries de la flore intestinale humaine, surtout chez les enfants, sont systématiquement détruites. La flore intestinale est perturbée par le chlore dans l'eau, est détruite par les conservateurs dans les aliments et attaquée par l'usage d'antibiotiques. En plus de tout cela, à cause d'un changement dans son régime ces dernières décennies, l'homme pâtit aujourd'hui d'une diminution très significative d'oligo-éléments. Par exemple, chez nos patients actuels, la présence du zinc a diminué de 75% en 50 ans. Or, le zinc est en quelque sorte l'adversaire de l'histamine, qui peut provoquer des allergies. Pourquoi avons-nous des carences en minéraux ? Parce que les aliments aujourd'hui poussent plus vite. Ils sont génétiquement apprivoisés, génétiquement modifiés, surtout à l'étranger bien sûr, et ont pour cela des compositions différentes de celles qu'ils avaient auparavant. C'est bien ça. Comme 80% de notre système immunitaire réside dans nos intestins, il est raisonnable de penser qu'une fois son équilibre détruit par des substances toxiques, toutes sortes d'allergies peuvent surgir. J'ai découvert qu'une ferme biodynamique urbaine s'est installée au sein du plus grand parc de ma ville. Vous pouvez y acheter ce qu'ils viennent juste de récolter dans leurs champs. Ils réalisent un projet de recherche avec l'Université de Bologne pour vérifier si les anciennes variétés de blé ont une valeur nutritive plus élevée que les variétés modernes. Ici, nous cultivons des blés anciens que nous utilisons pour faire du pain. Le son ne s'utilise pas, on le garde pour les animaux, c'est du son biologique et biodynamique. Les cultures sont réalisées en harmonie avec les cycles naturels, les saisons, du soleil, de la lune, des planètes, avec amour de la terre. Ces blés n'ont pas les mêmes besoins en engrais que les blés modernes. Ils ont toujours été nourris de ce qu'il restait des moissons précédentes. Beaucoup de substances sont absentes des blés modernes. Les nouvelles variétés ont été choisies pour être fertilisées de façon chimique, pour être défendues contre les parasites et les mauvaises herbes de façon chimique. Et donc, elles n'ont plus besoin de toutes ces substances anciennes et ne les synthétisent plus. Bien sûr. Mais elles produisent beaucoup plus. Donc, toute l'énergie de la plante va produire des masses d'amidon et de protéines, le type de protéines qui sont mauvaises pour nous, car elles constituent le gluten. D'accord, c'est de là que viennent toutes ces allergies au gluten. C'est de là que viennent les allergies au gluten. La levure qui est actuellement utilisée est la levure de bière sélectionnée par un processus industriel. Si tu mélanges de la farine et de l'eau, et que tu les laisses là, tu les oublies, les levures et les bactéries arrivent et commencent à coloniser la pâte.
C'est donc ça la fameuse pâte mère. C'est la pâte mère. Ainsi, non seulement le pain est devenu moins nourrissant, mais étant sélectionné pour leur productivité et non pour leur qualité, les nouvelles variétés de blé contiennent beaucoup plus de gluten, ce qui a rendu notre pain toxique. Notre système immunitaire est vraiment attaqué par une foule de sources environnementales. Ainsi, le docteur Medzitov est en train de développer une théorie révolutionnaire qui montrerait que l'allergie n'est pas seulement pathologique, mais serait une réponse biologique à cette agression. L'idée est que les réactions allergiques ne sont pas seulement une pathologie dans laquelle le système immunitaire réagit à tort contre des facteurs environnementaux inoffensifs, mais plutôt que les réactions allergiques constituent une forme importante de défense biologique, constituent une partie des défenses du système immunitaire contre les agents pathogènes, les allergènes, les bactéries, etc. Nous pensons que les réactions allergiques, qui sont une sorte de réponse immunitaire, nous défendent contre les facteurs environnementaux qui ne sont pas de nature microbienne, mais représente une variété de produits chimiques, de substances nocives, de poisons, toute une variété de toxines environnementales et de polluants. Ceux-ci peuvent être tout aussi mauvais pour notre santé qu'une infection. Et donc l'idée est que le système immunitaire évolue pour nous fournir une protection contre ces attaques à l'aide des réactions allergiques. Nous avons essayé de trouver quelques exemples pour prouver cette théorie, selon laquelle la réponse allergique pourrait effectivement avoir un but protecteur. Les poisons sont très répandus dans la nature. Ils sont un type très important de défi environnemental. Et en étudiant le venin des abeilles et des serpents, nous avons trouvé que la réponse qu'ils induisent est une réaction allergique. Nous avons constaté chez les animaux de laboratoire que la réaction allergique peut réellement avoir un effet protecteur. La réponse allergique provoquée assure une protection et la même chose s'applique à d'autres types d'allergènes. Comment l'allergie réussit-elle à nous défendre? La fonction de la réaction allergique est d'expulser quelque chose du corps et d'empêcher quelque chose d'y entrer. De sorte que tous les symptômes des maladies allergiques, comme le nez qui coule, les larmes, les éternuements, la toux, les vomissements, les démangeaisons, toutes ces réactions ont été conçues pour expulser quelque chose hors de l'organisme. Une des caractéristiques de la défense allergique a trait à l'évitement, ce qui pourrait expliquer pourquoi les gens qui sont par exemple allergiques au latex ou aux arachides peuvent être tellement sensibles qu'ils sentent la présence de ces substances dans un bâtiment, même s'ils n'y sont pas exposés directement. Ils doivent sortir de là. Et nous pensons que les réactions allergiques, avec ce type de sensibilité, ont évolué afin de nous faire éviter les environnements défavorables. Les environnements qui nous sont défavorables. Elles ont d'abord évolué dans un contexte très différent, où vous pouviez facilement changer d'environnement. Vous alliez d'une partie de la forêt à l'autre, ou vous alliez d'une grotte à l'autre, afin d'éviter cela. Mais dans un environnement moderne, il y a certains facteurs que vous ne pouvez pas éviter. Si ces réactions fournissent une protection importante, alors nous avons vraiment besoin de comprendre si ces réactions nous sont bénéfiques et quels pourraient en être les effets à long terme. Ce que je veux dire, c'est que certains aspects de l'allergie pourraient assurer une protection à long terme que nous ne comprenons pas encore. Et nous savons par exemple que les personnes allergiques
sont moins sujettes à certains types de cancers, ceux qui sont causés par une exposition environnementale. Vous pouvez imaginer que si vous produisez une grande quantité de mucus dans les voies respiratoires, ce mucus sera un symptôme de l'allergie, mais il protégera également vos voies respiratoires, vos poumons, de l'exposition à des substances nocives. La vision des allergies du docteur Medzitov renverse l'hypothèse de l'excès d'hygiène et correspond parfaitement à ce que j'ai découvert. Même si l'allergie peut être pathologique, elle peut aussi se révéler être une tentative de notre système immunitaire de nous protéger d'un monde qui n'est pas devenu plus propre, mais plus toxique. Nous sommes coincés dans un environnement défavorable. Comme les substances chimiques présentes dans l'environnement s'avèrent être les principaux ennemis des allergiques, pour pouvoir s'en protéger, il faut savoir où elles se cachent. Elizabeth Salter Green, auteure d'un livre important et ancienne consultante pour le WWF anglais, a récemment quitté Londres et emménagé dans un petit village du Somerset. Elle m'accompagne chez une amie pour me montrer toutes les substances chimiques qu'on trouve dans une maison moyenne. Je pense que bien souvent, l'environnement intérieur peut être plus pollué qu'une rue animée de Londres. Par exemple, dans une pièce comme celle-ci, il y aura une forte proportion de retardateurs de flammes mis dans les tissus d'ameublement. Je pense que le fait que les mousses qui sont à l'intérieur soient très synthétiques les conduit à être plus combustibles. S'il y avait plus de fibres naturelles à l'intérieur, la quantité de retardateurs de flammes nécessaire pourrait être inférieure. D'autres produits chimiques, très souvent utilisés sur les meubles à usage familial, comme les antitaches et les imperméabilisants, sont constitués de ce qu'on appelle des composés perfluorés. Là encore, ils suscitent des inquiétudes au sujet de leur impact sur la reproduction ou de leurs propriétés cancérigènes. Les produits électroniques contiennent aussi des retardateurs de flammes et leurs boîtiers en plastique pourraient contenir du bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Plus que dans les salles de séjour, je pense que les retardateurs de flammes sont probablement la plus grande préoccupation dans les chambres à coucher, dans les moquettes, dans la literie elle-même, puis dans les tenues de nuit des enfants. En outre, certaines des décalcomanies en plastique appliquées sur les vêtements d'enfants ont contenu dans le passé des niveaux très élevés de phtalates. Dans la cuisine, même si on essaye d'avoir une alimentation saine, riche en fruits et légumes avec beaucoup de fibres, il y aura un problème inhérent au cocktail de pesticides auquel nous sommes tous exposés. Il y a aussi beaucoup de problèmes liés aux emballages. Ils peuvent contenir des produits chimiques toxiques et certaines boîtes de conserve sont tapissées de bisphénol A, qui peut s'infiltrer dans la nourriture qu'on mange ensuite. Le verre, c'est très bien, mais très souvent, les couvercles peuvent être garnis de plastique souple pour les rendre bien hermétiques. Les récipients de conservation, qui sont utilisés en cuisine, contenaient dans le passé du bisphénol A. Et peut-être aujourd'hui encore, mais avec le secret industriel, on ne peut pas toujours savoir ce qui contient du bisphénol A et ce qui n'en contient pas. Mais si la boîte porte un symbole de recyclage avec le numéro 7 au milieu, c'est qu'il y en a très probablement. Un autre domaine qui nous inquiète dans la cuisine est celui des articles anti-adhésifs qui sont utilisés de nos jours. Il s'agit encore une fois de produits chimiques perfluorés dont je vous parlais, qui sont appliqués sur les ustensiles de cuisine afin de les rendre anti-adhésifs. Mais ils finissent toujours par être raclés. On trouve beaucoup de substances chimiques inquiétantes dans les produits cosmétiques,
Il y a du parabène, qui est un conservateur et un perturbateur endocrinien reconnu. Il y a du triclosan, utilisé comme antibactérien dans un grand nombre de savons. Les parfums aussi sont très allergènes. Lorsqu'on a une allergie, c'est souvent au parfum. Les cosmétiques ne révèlent pas toujours leurs propriétés. Souvent, ils disent sans phtalate, parce que c'est vendeur. C'est le domaine où je pense que nous avons fait le plus de progrès. Les cosmétiques? Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de ça, et c'est une chose relativement simple à enlever. Il y a des produits alternatifs satisfaisants. Notre étude actuelle, 10 ans après la précédente, montre que les phtalates présents dans les produits d'hygiène corporelle ont énormément baissé, d'environ 80%. C'était donc une victoire. C'était une victoire. Les gens ont vraiment appris à être vigilants. Je pense qu'ils le feraient avec d'autres choses s'ils le pouvaient. Mais c'est très dur, surtout avec la nourriture. Et aussi, ces informations ne sont pas toujours indiquées sur les tapis, les revêtements muraux, de sol ou les peintures. Il n'y a pas d'indication dans de très nombreux cas. Et vous devez faire confiance au système. Nous développons aujourd'hui des labels, des indications qui peuvent peut-être fonctionner. Mais c'est vraiment un gros problème pour monsieur tout le monde de choisir quel type de produit il va pouvoir utiliser sans avoir l'information complète. Et cette information est souvent très compliquée. Comme les phtalates et le bisphénol A contenus dans le plastique et les produits de beauté ne sont pas indiqués sur l'étiquette, même le consommateur le mieux informé ne peut pas les éviter. Pour la première fois dans l'histoire, le corps humain porte en lui une charge toxique d'une telle envergure. Il y a plus de 80 000 produits chimiques dans le commerce. Ils ne sont pas tous très concentrés et toxiques, mais très peu d'entre eux ont été testés. Lorsqu'on teste ce qui est présent dans mon corps ou dans le vôtre, on teste habituellement environ une centaine de produits chimiques et on en trouve 70 ou 80. Pas un ou deux, pas des milliers, mais je pense que c'est de l'ordre de plusieurs centaines. Combien parmi eux sont-ils vraiment nocifs et quelle est leur interaction? Lorsque vous prenez plusieurs médicaments, votre médecin vous dit « Attention, dites-moi ce que vous prenez avant que je vous prescrive ça. » Parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Nous avons le même problème avec ces produits chimiques, mais nous ne savons pas vraiment. Est-ce qu'ils s'annulent? Est-ce qu'ils se renforcent mutuellement? Vont-ils s'associer en quelque chose de bien pire? Il y a un autre problème. Il y a un dicton vieux de plusieurs centaines d'années qui dit « c'est la dose qui fait le poison ». Ce qui signifie que plus une population donnée est exposée à quelque chose, plus il y a d'effets toxiques observés. Mais il est possible que pour ce type de composé, la dose n'ait pas d'importance. C'est plus lié au moment. Si l'exposition a lieu à un moment précis, quand le fœtus est à un certain stade, alors quelque chose se passe. Et l'expression « plus il y en a, pire c'est » n'est pas forcément juste. Nous savons cela maintenant. Mais si vous ingérez une dose à un moment donné, à un endroit donné, alors c'est encore vrai. Donc, je pense que c'est simpliste de dire que la dose fait le poison. Certes, la dose est importante, mais pénétrer dans un tissu au bon moment, c'est vraiment ça qui est pertinent pour la dose. C'est un secteur qui aura besoin d'un fort développement, aussi bien maintenant que dans les prochaines années. Car en créant le Risk Assessment, c'est-à-dire un contrôle du risque entièrement basé sur les limites, en disant « en dessous d'une certaine limite, ce produit ne présente pas de danger », nous avons émis dans l'environnement des milliers de composants qui ne présentent aucune sécurité, même à faible dose. Ainsi,
le fondement même de la réglementation des produits chimiques qui devrait nous protéger est erroné, la rendant inadaptée pour lutter contre la double menace des perturbateurs endocriniens et du cocktail chimique auquel nous sommes exposés. La question des risques sanitaires liés à la pollution chimique avait déjà été posée aux institutions il y a 10 ans par une déclaration historique, l'appel de Paris. Son instigateur, le professeur Bellepomme. L'appel de Paris a été proclamé en 2004. C'est une déclaration internationale qui a une valeur historique puisqu'elle a été signée par l'ensemble des conseils de l'ordre des médecins en Europe, par 300 000 citoyens européens et par plusieurs milliers de scientifiques dans le monde, y compris plusieurs prix Nobel. Cet appel avait 3 articles fondamentaux. Article 1, un grand nombre de nos maladies sont liées à la pollution chimique. Article 2, l'enfance est en danger à cause de cette pollution, car il est le plus vulnérable de la société. Article 3, si nous continuons à polluer notre environnement comme nous le faisons aujourd'hui, c'est l'espèce humaine elle-même qui se met en danger. L'appel de Paris a joué un rôle majeur dans la sensibilisation sur la terrible menace chimique provenant de notre environnement. REACH, la nouvelle législation européenne sur les substances chimiques entrée en force en 2007, était supposée prendre la relève en augmentant le niveau de protection des citoyens européens. REACH sert à garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement. Un des éléments novateurs de REACH est qu'il identifie très clairement la responsabilité des immatriculés, des gens qui fabriquent ou importent des produits chimiques dont ils ont besoin et qui doivent ensuite produire un dossier montrant, d'une part, les dangers de la substance et d'autre part, la façon dont il peut être utilisé en toute sécurité, même si le produit chimique peut être dangereux. Toutes ces informations sont alors transmises à l'agence, qui évalue ensuite, c'est le E de REACH, les informations afin de vérifier leur conformité. Si nous avons des réserves sur une substance donnée, il est possible qu'en tant qu'État membre ou qu'agence, nous disions « c'est une substance dont l'utilisation doit être limitée » ou le fabricant ne peut l'utiliser, le produire, que si nous l'autorisons. Mais nous ne ferons cela que pour les substances qui nous inquiètent beaucoup, bien sûr, pas pour toutes. Qu'est-ce qui est fait au sujet des phtalates et des BPA qui soulèvent de grandes inquiétudes dans le monde entier? Il y a beaucoup de substances qui nous préoccupent, mais si nous regardons la totalité des substances, il y en a beaucoup que nous pouvons utiliser en toute sécurité. Dans ce contexte, dès la législation précédente, nous avons imposé une certaine restriction sur les phtalates concernant leur utilisation dans les anneaux de dentition, les choses que les enfants sucent. Quels autres composants ont récemment subi une restriction de votre part? Les composants qui ont subi une restriction de notre part... Le BPA? Bonne question. Non, pas sur le BPA, le processus est en cours. Nous sommes en train de revoir la classification et l'étiquetage de la substance. Mais il y a déjà eu des centaines d'études sur les phtalates et le bisphénol A. Une des études les plus récentes en Allemagne date de 2009. Et elle a démontré que les phtalates contenus dans le PET ont une activité œstrogénique. Ils affectent donc notre système endocrinien. Dans le domaine de la régulation, il n'y a pas encore de critères agréés qui permettent de déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien. Ce débat est en cours. Pourquoi vous, l'agence, ne demandez-vous pas aux producteurs d'indiquer la présence de phtalates et de BPA sur les étiquettes? Pourquoi cette information est-elle cachée aux consommateurs? Parce que l'agence n'a pas reçu de mandat des États membres ou de la Commission pour le faire.
Mais tous les consommateurs ne sont pas nécessairement intéressés par cette information. Et je ne peux pas juger de ce qui doit ou ne doit pas figurer sur l'étiquette. Cette nouvelle législation européenne, la plus avancée au monde, avait créé de grands espoirs. La pression des lobbies et des multinationales de la chimie a toutefois ralenti le travail des législateurs et a réussi à retarder leurs avancées. Voilà, alors maintenant, le véritable problème, c'est que s'il y a une prise de conscience citoyenne pour dire que la pollution de notre environnement crée des maladies, à l'inverse, les décisions politiques ne sont pas au rendez-vous. Autrement dit, il y a un déni de la part des hommes politiques qui privilégient les intérêts économiques à court terme et qui laissent tomber la santé sans se rendre compte que la facture sanitaire s'alourdit de jour en jour dans le monde, tout simplement parce que la dégradation physique, chimique et biologique de notre environnement persiste dans le temps et fait qu'il y a de plus en plus de cancers, de diabète de type 2, d'obésité, de maladies d'Alzheimer. Voilà, donc si vous voulez, il est clair que aujourd'hui, il y a un divorce entre, d'une part, le message scientifique reconnu au niveau international et par l'ensemble de la communauté médico-scientifique et les acteurs et les décisions qui sont prises au plan politique où on ne veut pas voir la réalité en face. C'est vraiment choquant. Nous vivons des vies en apparence confortables, choyées par des milliers d'objets pratiques, mais inondées par une mer de produits chimiques dangereux. En tant que citoyens, nous tenons pour acquis que les produits mis en vente sont inoffensifs, que quelqu'un veille sur notre santé. Au lieu de cela, ce quelqu'un prend des années pour évaluer un produit pourtant prouvé dangereux par des centaines d'études dans le monde entier. Et les gens continuent à souffrir et à mourir. Si les institutions ne font pas ce qu'elles devraient pour la sécurité des personnes, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire ? La première règle que toutes les personnes allergiques doivent suivre pour aller mieux est d'éviter leurs allergènes. À la maison, cela signifie souvent faire la guerre aux acariens. La moquette et les meubles recouverts de tissu sont hélas un paradis pour eux. Mais nous savons maintenant qu'ils abritent aussi toutes sortes de produits chimiques et toxiques émis dans l'air par les produits ménagers, qui sont aussi allergéniques. Donc, en les éliminant, nous faisons d'une pierre deux coups. Il est très important d'avoir une bonne aération dans toutes les pièces, dans la cuisine, dans le salon, mais aussi dans les chambres, afin que les gaz émis par les produits chimiques soient dispersés. Il faut aussi se débarrasser de la poussière, pas juste la disperser dans l'air, mais l'enlever avec un aspirateur ou un chiffon humide pour l'éliminer définitivement, parce que c'est la poussière qui abrite les phtalates ou les retardateurs de flamme. Quelles sont les alternatives à toutes ces choses dont vous nous avez parlé ? Nous avons minimisé les emballages en plastique. Nous ne conservons rien dans du plastique, mais plutôt dans des produits naturels. Et nous n'avons pas d'ustensiles anti-adhésifs. Nous essayons de manger bio autant que possible. Nous avons la chance de pouvoir cultiver beaucoup de légumes nous-mêmes. Et nous essayons d'acheter un maximum de produits bio. Manger plus bas dans la chaîne alimentaire, moins de viande et manger des produits moins emballés, moins transformés, je pense que c'est beaucoup plus sain. Il y a quelques changements alimentaires et dans notre environnement que nous pouvons faire afin de promouvoir un style de vie sain qui diminue la probabilité d'allergie et d'asthme. Des études européennes ont montré que si quelqu'un a une alimentation saine, cela peut peut-être diminuer son risque d'allergie. Si vous faites cela au tout début de votre vie, cela contribue à prévenir les allergies.
Mais en plus, et c'est ce que nous testons maintenant, si vous avez des allergies, par exemple de l'asthme, et que vous commencez à manger sainement, cela pourrait diminuer votre asthme. Je suis moi-même un bon exemple. Jusqu'à 30 ans environ, je devais régulièrement prendre des antihistaminiques et de la cortisone, parce que j'avais soi-disant un asthme allergique. En reconstruisant ma flore intestinale et en évitant les allergènes alimentaires, je suis devenu complètement sain. Aujourd'hui, je ne traite plus mon asthme, je n'ai plus d'asthme. Et voyez ici, ça c'est ma moto, je la conduis sans problème par de belles journées venteuses de juin, quand l'air est rempli de pollen. Je conduis partout dans la région. Le docteur Rao traite ses patients allergiques en les détoxifiant et à l'aide d'une alimentation à base d'aliments biologiques, sans pesticides, où les allergènes les plus communs sont éliminés. Si nous pouvions consommer des aliments très peu traités, sans emballage, non transportés, et même manger de la nourriture biologique et locale, nous pourrions réduire considérablement notre exposition. Vous mangez beaucoup de légumes? Oui, nous sommes presque végétariens. Du poisson quelquefois, mais c'est rare. Pas du tout de viande. Même pas un peu. Seulement si je sais d'où vient la vache. En tant que consommateurs, nous avons beaucoup de pouvoir. Celui d'acheter et de favoriser les bons produits. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous avez de bon? Viens, je vais te montrer tout ce qu'on a. Vous venez juste de les récolter? Oui, nous venons juste de le faire. Comme je dis, c'est de la plante à l'assiette. Ah oui? Le chou, tu connais un peu l'histoire du chou? On considérait que c'était une plante médicinale. Quelques œufs? Quand il y a du rouge, il y a toujours des anthocyanes, celles des myrtilles. Il y a toujours ce petit point-là. Et ils sont toujours très riches en minéraux. Les oignons sont un autre élément fondamental de l'alimentation. La vie a des rythmes et des exigences qui ne sont pas ceux artificiels de la chimie. Nous sommes un organisme qui pense et qui n'a pas seulement besoin d'énergie et de bien-être physique. Nous devons formuler des raisonnements. Nous avons aussi des sentiments. Je vais vous raconter brièvement une très jolie expérience. Dans un couvent de bonnes sœurs, en Allemagne, certaines ont été nourries avec des produits biodynamiques. Les autres avec des aliments conventionnels. Ils leur ont fait plein d'analyses. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les bonnes sœurs ont dit très innocemment que quand elles ont mangé des produits biodynamiques, en plus d'être meilleurs, ils les aidaient à mieux prier, car ils nourrissent notre globalité. Ils ne font pas que nous remplir le ventre. Que la nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture. Cette idée ancienne, oubliée de notre société où la nourriture est souvent devenue un poison, est à se réapproprier urgemment. La recherche de pointe sur les allergies le confirme et est en train de se concentrer sur les multiples aspects de la pollution, comme facteur crucial dans l'explosion globale des affections allergiques. Mais si l'allergie peut être un facteur de protection des menaces extérieures, pourquoi ne sommes-nous pas tous allergiques? Pourquoi seulement une partie de la population a-t-elle développé des allergies et est-elle devenue tellement sensible aux allergènes? Pour des animaux sociaux, comme les humains, qui ont vécu en petits groupes pendant une grande partie de leur histoire évolutive, eh bien, pour ces animaux sociaux, il peut ne pas être nécessaire que tous les membres de la communauté soient hypersensibles aux environnements nuisibles. Cela veut dire qu'il peut suffire qu'une portion des individus le soit afin de diriger le reste du groupe loin de ces environnements. C'est une vision complètement spéculative, mais cela pourrait expliquer pourquoi,
seuls des sous-ensembles de personnes ont des allergies. Les personnes allergiques seraient une sorte de sentinelle de l'environnement, déterminant s'il nous convient ou non. Les personnes allergiques seraient comme des sentinelles de l'environnement. Elles perçoivent des éléments qui pourraient nuire à chacun d'entre nous et y réagissent. Je pense qu'avoir un point de vue différent sur l'allergie, un point de vue qui serait davantage basé sur la pensée évolutionniste, eh bien ce point de vue peut nous aider à comprendre les racines du problème, que ces racines soient en nous ou dans notre environnement. Et si nous réussissons à aller au bout de ce que sont vraiment les allergies, cela pourrait suggérer des types de traitements. Par exemple, au lieu de simplement bloquer les symptômes, peut-être pourrions-nous plus efficacement trouver un moyen de programmer le système immunitaire ou bien découvrir des facteurs environnementaux que nous ne connaissons pas encore et les réglementer afin d'en réduire l'impact. Un an s'est écoulé depuis le début de mon enquête sur les causes de la montée en flèche des allergies. La crainte qu'elles finiront par étouffer la plupart de la population mondiale n'est plus un simple fantasme. L'armée croissante des personnes souffrant d'allergies est une sonnette d'alarme concernant les risques environnementaux générés par notre société industrielle moderne qui pourraient s'avérer fatales pour notre espèce, si nous ne reconnaissons pas ces torts. La bonne nouvelle est que de plus en plus d'initiatives communautaires surgissent à travers le monde, remettant en question le statu quo. Des informations sur les alternatives sûres sont disponibles sur le web, de plus en plus de groupes d'achat sont organisés par des gens ordinaires, de nouvelles entreprises se lancent dans la production écolo. Nous, en tant que consommateurs et citoyens, pouvons les aider à s'imposer. Les anciens mauvais garçons du système immunitaire, les anticorps qui causent des allergies, pourront peut-être se révéler être des héros immunologiques. L'allergie est un avertissement et nous devons tenir compte de cet avertissement.